Tout s'est refermé autour du Sahel en moins de 3 ans. Des retraits militaires spectaculaires ont produit une souveraineté affichée, tandis qu'un encerclement discret mêlant pression économique, diplomatique et sécuritaire s'est progressivement mis en place. Que reste-t-il réellement comme marge de décision et jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il tenir sous cette contrainte cumulative? Ce qui se joue dépasse un simple bras de fer régional. C'est l'épreuve d'un modèle alternatif confronté à l'isolement, à la rareté financière et à une instabilité persistante, où chaque geste politique promet un gain symbolique immédiat, mais entraîne des coûts durables dont l'addition ne sera visible qu'avec le temps. L'idée directrice de ce récit est simple, mais exigeante. Il ne s'agit pas de juger hâtivement une trajectoire politique ni de prédire un succès ou un échec, mais de comprendre les mécanismes réels à l'œuvre derrière une rupture qui redessine les rapports de force au Sahel. En suivant cette séquence, le public gagne une grille de lecture pour distinguer les symboles des effets concrets, les discours des contraintes matérielles et les intentions des résultats observables. L'enjeu dépasse largement le Burkina Faso. Les décisions prises aujourd'hui influencent l'équilibre sécuritaire régional, la circulation des ressources stratégiques et la stabilité politique à moyen terme. Elles interrogent aussi un modèle longtemps présenté comme intangible, fondé sur la présence militaire extérieure et l'assistance financière conditionnée. Comprendre ce basculement permet d'évaluer ce que signifie réellement reprendre le contrôle dans un environnement marqué par l'interdépendance, la pression économique et la surveillance internationale. En filigrane, une question centrale guide l'analyse. Comment mesurer la souveraineté quand ses bénéfices sont différés, mais que ses coûts, eux, sont immédiats et visibles? En moins de 3 ans, entre 2020 et 2023, trois capitales sahéliennes ont rompu avec un dispositif sécuritaire présenté comme intangible depuis des décennies. Ce basculement, chiffré dans le temps plus que dans les résultats, marque une accélération politique rare dans une région longtemps décrite comme figée. Un point éclairant apparaît alors. La rupture n'est pas née d'un vide stratégique, mais d'un constat répété d'échecs. Pendant des années, la présence militaire occidentale a été justifiée par la lutte contre le terrorisme et la stabilisation régionale. Pourtant, malgré des moyens considérables et une coopération étendue, l'insécurité s'est diffusée géographiquement. Les groupes armés se sont adaptés et les États concernés sont restés parmi les plus pauvres du monde. La promesse centrale, sécurité contre partenariat, n'a pas produit les effets attendus. Ce décalage a nourri une défiance profonde. Aux yeux d'une partie des populations et des nouvelles autorités, le modèle ancien apparaissait protecteur en discours mais extractif en pratique, notamment dans l'exploitation de ressources comme l'or ou l'uranium. C'est dans ce contexte que des figures comme Ibrahim Traoré émergent, non comme des anomalies isolées, mais comme des symptômes visibles d'une rupture régionale plus large. Le départ des forces françaises du Mali, puis du Burkina Faso, avant celui du Niger après le coup d'État de juillet 2023, transforme un retrait progressif en signal politique net. Il ne s'agit plus seulement d'ajuster une coopération, mais de rejeter un cadre jugé inefficace. Cette séquence s'inscrit dans une lecture partagée par les autorités sahéliennes. Si la sécurité devait être sous-traitée sans résultat tangible, alors la dépendance elle-même devenait un risque stratégique. Pour Ibrahim Traoré, cette relecture sert de fondation narrative. La souveraineté n'est pas présentée comme un slogan idéologique, mais comme une tentative de réalignement entre décisions et priorités locales. Le pari est explicite. Accepter une phase d'incertitude accrue plutôt que prolonger un modèle coûteux dont l'efficacité est contestée par l'expérience.
Ce cadre explicatif ne garantit aucun succès immédiat, mais il structure la logique de la rupture actuelle. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré ne fonctionne pas comme un héros solitaire ni comme une figure idéalisée, mais comme un point de cristallisation. Jeune officier propulsé au sommet de l'État dans un contexte de crise sécuritaire aiguë, il concentre des attentes accumulées bien avant son arrivée au pouvoir. Son rôle narratif est celui d'un révélateur. À travers lui se lisent à la fois l'espoir d'un changement de méthode et la crainte d'une concentration autoritaire du pouvoir. Les premiers effets de la rupture apparaissent rapidement sur le terrain. Au Burkina Faso, les autorités réorganisent les forces armées, intensifient le recrutement et mettent en avant une logique de défense nationale plutôt qu'une dépendance à des opérations étrangères. Ces mesures produisent des signaux contrastés. Pour une partie de la population, elles sont perçues comme une reprise de contrôle symbolique. Pour d'autres, elles restent insuffisantes face à une insécurité persistante et inégalement répartie selon les régions. Le discours joue ici un rôle central. Dans ses prises de parole, Ibrahim Traoré présente la souveraineté comme une réponse directe à l'échec perçu des partenariats précédents. Elle n'est pas formulée comme une promesse de résultats rapides, mais comme un changement de responsabilité. Décider localement implique d'assumer localement les conséquences. Cette rhétorique trouve un écho particulier auprès de populations lassées de promesses sécuritaires non tenues. À court terme, ces choix produisent surtout des effets perceptibles avant tout bilan global. Ils modifient la relation entre l'État et la société, redéfinissent les attentes et déplacent le seuil de tolérance aux difficultés. La figure du dirigeant devient ainsi un point de convergence entre projection collective et contraintes matérielles, bien avant que les résultats ne puissent être mesurés durablement. La séquence s'ouvre par une phase d'activation rapide. Entre 2022 et 2023, le Mali, puis le Burkina Faso et enfin le Niger notifient officiellement aux forces françaises leur départ. Ces annonces ne sont pas improvisées. Elles s'inscrivent dans une dynamique où les nouvelles autorités militaires estiment que la présence étrangère n'a ni contenu l'insécurité, ni amélioré durablement la stabilité interne. Le geste est politique avant d'être opérationnel. Rompre avec un cadre présenté comme intangible revient à déplacer publiquement la responsabilité de la sécurité. La mise en œuvre est brutale. Les bases ferment, les convois quittent les capitales, les symboles d'une coopération ancienne disparaissent en quelques mois. Cette rapidité produit un effet de clarté. Elle transforme un retrait progressif, longtemps discuté, en signal net adressé aux partenaires comme aux opinions publiques locales. Pour Ibrahim Traoré, cette phase vise à montrer que la souveraineté proclamée s'accompagne d'actes visibles, même si leurs conséquences restent incertaines. Vient ensuite le pic de tension. Le retrait des troupes ne signifie pas un désengagement occidental. Il marque un déplacement du centre de gravité. Autour du Sahel, des accords de partage de renseignements se densifient, des centres de formation sont installés chez des pays voisins et des capacités d'intervention rapide sont maintenues depuis l'extérieur des frontières sahéliennes. Ce n'est pas une invasion, mais un encerclement fonctionnel conçu pour surveiller, contenir et, si nécessaire, peser sur les trajectoires politiques des États dissidents. Parallèlement, les États sahéliens s'organisent. L'Alliance des États du Sahel annonce une coordination accrue de ses politiques de défense et explore activement des partenariats alternatifs. La Russie fournit des instructeurs et du matériel, tandis que la Chine privilégie les infrastructures et la connectivité. Cette diversification est présentée comme une ouverture d'options, non comme un alignement exclusif. Elle suscite toutefois une méfiance accrue sur la scène internationale. La phase de résonance s'installe alors.
Sur le plan économique, des avoirs sont gelés, certaines aides sont suspendues et l'accès aux mécanismes financiers internationaux devient plus incertain. Sur le plan politique, la reconnaissance diplomatique est freinée, les régimes sahéliens étant décrits comme instables ou illégitimes. Ces mesures, souvent qualifiées de techniques ou procédurales, produisent un effet cumulatif qui pèse lourdement sur des économies déjà fragiles. À l'intérieur des pays concernés, la population observe une double réalité. D'un côté, une fierté liée à l'affirmation de l'indépendance politique. De l'autre, des difficultés matérielles accrues et une insécurité persistante. Chaque décision est interprétée à la fois comme un acte de résistance et comme un risque supplémentaire. La chronologie révèle ainsi une dynamique en trois temps, un geste fondateur, une montée des contraintes, puis une pression diffuse qui s'installe dans la durée. La rupture n'apporte pas un apaisement immédiat. Elle ouvre une phase prolongée où chaque gain symbolique entraîne des coûts concrets. Avant la rupture, le modèle sécuritaire reposait sur une promesse centrale. Des flux financiers et militaires importants devaient de produire une amélioration mesurable de la sécurité. Après la rupture, le constat mis en avant par les autorités sahéliennes est inverse. Malgré des ressources engagées sur plusieurs décennies, la situation observée n'a pas évolué dans le sens annoncé. Le passage d'un cadre externalisé à un cadre national est ainsi présenté comme un changement de contrôle plutôt que comme une solution immédiate. D'abord, un premier repère concerne la sécurité elle-même. Sous l'ancien dispositif, les opérations antiterroristes internationales étaient censées réduire durablement la violence. Or, les attaques se sont étendues géographiquement et adaptées tactiquement. Après le départ des forces étrangères, les autorités reconnaissent que l'insécurité n'a pas disparu. La différence mise en avant est ailleurs. La situation ne s'était pas améliorée auparavant malgré la présence étrangère. La comparaison avant-après sert ici moins à démontrer un progrès qu'à contester l'efficacité du modèle précédent. Ensuite, un deuxième repère concerne l'économie des ressources. Au Niger, l'uranium exporté depuis des décennies alimente des infrastructures énergétiques étrangères, tandis que le pays reste classé parmi les plus pauvres. Ce contraste devient une mesure implicite, richesse extraite contre pauvreté persistante. Au Burkina Faso, l'or artisanal, longtemps capté par des réseaux intermédiaires, devient un enjeu central de régulation étatique. L'objectif affiché n'est pas une hausse brutale des volumes, mais une modification de la répartition afin que l'État capte une part plus visible de la valeur produite. Ces ajustements restent partiels et progressifs, mais leur portée est symbolique. Ils signalent que la rupture concerne aussi la circulation de la richesse, pas seulement la présence militaire. Pour Ibrahim Traoré, cette dimension économique est indissociable de la souveraineté. Contrôler les décisions sans influencer les flux financiers serait une autonomie incomplète. Les chiffres, les chiffres et être mobilisés dans le discours officiel servent moins à prouver un succès immédiat qu'à justifier un changement de cadre. Enfin, un troisième repère touche aux alliances. Avant 2020, l'architecture sécuritaire reposait presque exclusivement sur des partenaires occidentaux. Après les ruptures successives, cette dépendance unique est remplacée par une diversification. La Russie intervient par la formation et l'équipement, la Chine par les infrastructures. Ce basculement ne se mesure pas uniquement en montant financier, mais en variété d'options disponibles. Réduire la dépendance à un seul acteur est présenté comme une diminution du risque politique global. Pris ensemble, ces éléments dessinent une trajectoire avant-après. Avant, un système stable en apparence mais jugé inefficace selon ses propres objectifs. Après,
un ensemble de choix plus risqués mais cohérents avec une reprise de contrôle revendiquée. Les preuves quantitatives restent incomplètes et parfois indirectes. Elles structurent toutefois la logique de la rupture. Accepter une turbulence mesurable plutôt que prolonger un modèle coûteux dont les résultats n'étaient pas au rendez-vous. La souveraineté, dans cette lecture, ne se juge pas à court terme, mais à la capacité de redéfinir durablement les paramètres de la décision. Les critiques de la trajectoire sahélienne avancent d'abord un argument sécuritaire direct. Selon eux, rompre avec des partenaires militaires expérimentés affaiblit immédiatement la capacité de lutte contre les groupes armés. Dans une région aux frontières poreuses et aux menaces transnationales, le départ de contingents dotés de moyens avancés créerait un vide opérationnel difficile à combler. Les forces locales, encore en montée en puissance, manqueraient de renseignements, de coordination et de logistique pour contenir durablement la violence. Un second reproche vise l'économie et la gouvernance. L'isolement diplomatique, la suspension de certaines aides et la méfiance des investisseurs sont présentés comme des coûts immédiats qui fragilisent des États déjà vulnérables. La diversification des partenariats vers la Russie ou la Chine, ajoute que les critiques, ne garantit ni transparence ni développement durable. Elle pourrait simplement remplacer une dépendance par une autre, tout en réduisant les marges de contrôle démocratique. Dans cette lecture, la rhétorique de la souveraineté masquerait le risque d'un repli autoritaire et d'une gestion moins contrôlée des ressources. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils décrivent également des risques réels et observables. Pourtant, la réponse des dirigeants sahéliens repose sur une contre-lecture structurée. Sur le plan sécuritaire, il rappelle que la présence étrangère n'a pas empêché l'expansion des violences malgré des années d'opérations et de ressources engagées. Le changement n'est donc pas présenté comme une dégradation volontaire, mais comme une tentative de sortir d'un modèle jugé inefficace selon ses propres critères. Sur le plan économique et politique, l'argument central n'est pas que les nouveaux partenaires seraient idéaux. Il est que l'absence d'alternative maintenait des termes imposés. Pour Ibrahim Traoré, diversifier les options, même imparfaites, introduit une concurrence entre modèles et redonne un levier de négociation. Cette logique n'annule pas les dangers soulignés par les critiques. Elle explique cependant pourquoi les autorités préfèrent assumer un risque visible plutôt que prolonger une dépendance prolongée aux résultats contestés. Jusqu'ici, l'attention s'est concentrée sur les bases, les troupes et les alliances visibles. Or, au cœur de la reconfiguration sahélienne se déploie une contrainte plus diffuse, mais souvent plus décisive. Les gels d'avoirs, l'accès restreint aux mécanismes financiers internationaux et les signaux négatifs envoyés aux investisseurs fonctionnent comme une extension silencieuse du rapport de force. Ils n'occupent pas le territoire, mais ils limitent la capacité des États à financer leurs priorités. Pour Ibrahim Traoré, cette réalité redéfinit le sens même de la souveraineté. Il ne s'agit plus seulement de décider qui opère sur le sol national, mais de savoir qui contrôle l'accès au crédit, aux flux commerciaux et à la reconnaissance internationale. La bataille se joue autant dans les ministères des Finances et les chancelleries que sur le terrain sécuritaire. Cette superposition des pressions explique pourquoi la rupture ne produit pas d'apaisement immédiat, mais une phase de tension prolongée. Ce milieu de parcours révèle une contrainte structurelle. Les États sahéliens peuvent expulser des forces étrangères, mais ils ne peuvent empêcher ces mêmes acteurs d'agir depuis l'extérieur de leurs frontières. La souveraineté devient alors une capacité d'endurance, tenir dans le temps sous contrainte constante, sans perdre toute marge de décision. C'est à ce stade que le pari devient clair. Transformer la pression en cohésion interne, ou voir l'accumulation des coûts
éroder progressivement l'autonomie revendiquée. Les effets de la reconfiguration sahélienne ne se manifestent pas de manière uniforme. Ils se déclinent différemment selon les acteurs, révélant la portée réelle des choix opérés. Pour les États d'abord, l'affirmation de souveraineté se traduit par une reprise de l'initiative politique, mais aussi par une charge accrue. Les gouvernements doivent financer eux-mêmes une part plus large de la sécurité, gérer des relations diplomatiques tendues et compenser la perte de certains appuis extérieurs. Cette autonomie décisionnelle renforce la légitimité interne de dirigeants comme Ibrahim Traoré, tout en exposant l'appareil d'État à des contraintes budgétaires immédiates et à des arbitrages plus douloureux. Pour les entreprises, locales comme étrangères, le paysage devient plus incertain. Les révisions de contrats miniers, le contrôle renforcé de l'or artisanal et les discours sur la captation nationale de la valeur modifient les règles du jeu. Certaines sociétés perçoivent un risque juridique et financier accru, d'autres une opportunité de renégociation dans un cadre plus clair. À court terme, l'investissement ralentit par manque de visibilité. À moyen terme, la diversification des partenaires pourrait toutefois ouvrir de nouveaux circuits économiques moins dépendants d'un seul pôle d'influence, à condition que les règles restent lisibles. Du côté des populations, l'impact est ambivalent. La fierté liée à l'affirmation politique est réelle, nourrie par un discours valorisant l'autonomie et la dignité nationale. Mais cette dimension symbolique coexiste avec des réalités plus dures. Inflation, accès restreint à certains financements internationaux et persistance de l'insécurité dans plusieurs zones rurales pèsent sur le quotidien. Pour beaucoup, la souveraineté se vit comme une promesse encore inachevée. Ses bénéfices sont différés tandis que ses coûts sont immédiats et tangibles. Cette tension influence le seuil de patience sociale et conditionne la durabilité du soutien populaire. À l'échelle régionale, enfin, les voisins observent avec attention. Certains renforcent leurs liens sécuritaires avec les puissances occidentales par prudence ou opportunisme. D'autres testent discrètement des marges d'autonomie sans aller jusqu'à la rupture. Le Sahel devient ainsi un point de référence, positif ou négatif, dans les calculs stratégiques africains. Si l'expérience portée par l'Alliance des États du Sahel tient, elle pourrait inspirer des ajustements ailleurs. Si elle échoue, elle servira de mise en garde. Pris ensemble, ces effets dessinent un paysage en transition. Aucun groupe n'échappe aux conséquences, mais chacun les interprète à travers ses propres intérêts. La rupture ne produit pas un résultat unique. Elle redistribue les coûts et les attentes, rendant la trajectoire plus lisible mais aussi plus exigeante. À court et moyen terme, l'évolution de la trajectoire sahélienne peut être lue à travers trois scénarios distincts. Ils ne sont pas des prédictions, mais des cadres d'analyse permettant d'évaluer la cohérence des choix au fil du temps. Le premier scénario correspond à une stabilisation sous tension. Les États du Sahel maintiennent leur ligne politique, coordonnent davantage leurs dispositifs de sécurité et absorbent progressivement les effets des pressions économiques. Les partenariats alternatifs assurent une continuité minimale sans transformation spectaculaire. La croissance reste contrainte, l'insécurité persiste par poche, mais l'appareil d'État tient. Dans ce cadre, la souveraineté ne produit pas de dividendes rapides. Elle évite cependant un retour explicite à l'ordre ancien. Le pari central est celui de l'endurance. Tenir suffisamment longtemps pour normaliser une situation devenue la nouvelle référence. Le deuxième scénario, plus optimiste, suppose une convergence de facteurs favorables. La coordination régionale s'améliore. Les chaînes d'approvisionnement intra-sahéliennes
gagnent en fluidité et certains investissements ciblés produisent des effets visibles. Les autorités parviennent à capter une part plus élevée des revenus issus des ressources, allégeant la contrainte budgétaire. Sur le plan sécuritaire, les forces locales gagnent en efficacité relative, réduisant la pression dans des zones clés. À l'international, le discours de rupture perd de sa charge conflictuelle au profit d'une reconnaissance pragmatique. La souveraineté cesse alors d'être défensive et devient progressivement fonctionnelle. Le troisième scénario met en lumière une dégradation cumulative. L'accumulation des sanctions, l'assèchement financier et les difficultés logistiques affaiblissent les capacités étatiques. Les tensions internes s'exacerbent, l'insécurité gagne du terrain et la promesse de contrôle national s'érode face aux contraintes quotidiennes. Dans cette hypothèse, les autorités sont contraintes de renégocier sous pression ou d'accepter des compromis qui vident la rupture initiale de sa substance. La souveraineté proclamée subsiste dans le discours, mais recule dans la pratique. Ces scénarios partagent une incertitude structurante. Aucun ne garantit un résultat clair à court terme. La décision clé n'est donc pas de choisir l'issue, mais de gérer la trajectoire. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, l'enjeu est moins d'annoncer un horizon idéal que de préserver des options, afin que chaque ajustement renforce la capacité de décision future plutôt que de la réduire. Pour le public africain, la séquence sahélienne résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Elle fait écho à un sentiment largement partagé. L'indépendance politique proclamée n'a pas toujours produit l'autonomie économique et sécuritaire promise. Voir des dirigeants assumer ouvertement cette contradiction crée un effet de reconnaissance même lorsque les résultats restent incertains. L'expérience menée par l'Alliance des États du Sahel devient ainsi un miroir, positif ou négatif, des frustrations accumulées face à des modèles hérités perçus comme asymétriques. Cette lecture ne se confond pas avec une adhésion automatique. Elle s'accompagne souvent d'une vigilance accrue. Le soutien populaire repose moins sur des succès mesurables immédiats que sur la perception d'une cohérence entre discours et décision. Dans ce cadre, la trajectoire incarnée par Ibrahim Traoré est observée comme un test. Jusqu'où un État peut-il reprendre la main sans provoquer un effondrement de ses capacités essentielles? La réponse importe autant pour ceux qui espèrent un précédent que pour ceux qui redoutent un contre-exemple. Pour les publics européens, le dossier interroge différemment. Il oblige à reconsidérer des stratégies longtemps évaluées à partir de leurs intentions déclarées plutôt que de leurs résultats observables. La stabilisation par la présence militaire extérieure, présentée comme une solution durable, apparaît ici comme un modèle contesté de l'intérieur. La divergence entre les récits produits à distance et les perceptions locales devient un point central de compréhension. À un niveau plus individuel, cette situation invite à une réflexion plus large. Elle pose une question universelle: accepterait-on une période de contrainte accrue aujourd'hui pour modifier un équilibre jugé insatisfaisant à long terme? Le débat dépasse alors le Sahel. Il touche à la manière dont des sociétés fragiles mais déterminées tentent de redéfinir leur trajectoire sous pression en arbitrant entre stabilité immédiate et capacité de décision future. À ce stade, la trajectoire sahélienne ne se résume plus à un discours de rupture. Elle se structure autour d'une feuille de route implicite composée de plusieurs étapes mesurables, chacune conditionnant la suivante. La première concerne la sécurité opérationnelle. Les autorités cherchent à consolider des forces nationales capables d'agir de manière coordonnée, avec des priorités claires et des chaînes de commandement resserrées. L'objectif n'est pas une victoire rapide,
mais une réduction progressive des zones hors contrôle. Pour Ibrahim Traoré, cette étape conditionne toutes les autres. Sans un minimum de sécurité, aucune réforme économique ne peut tenir. La deuxième étape porte sur la maîtrise des ressources. Renégocier certains contrats miniers, renforcer la traçabilité de l'or artisanal et améliorer la collecte fiscale visent à augmenter les recettes internes. Le calendrier est graduel. Il s'agit d'abord de stabiliser les flux existants, puis d'ajuster les termes avant d'investir une part visible des revenus dans des services publics identifiables. La mesure du succès est simple. Une hausse perceptible de la part de valeur captée par l'État, sans effondrement de l'activité. La troisième étape concerne la diversification des partenariats. L'enjeu n'est pas de substituer une tutelle à une autre, mais de maintenir plusieurs canaux ouverts. Russie, Chine et acteurs régionaux offrent des options différentes. La réussite se mesure ici par la capacité à refuser certaines conditions sans perdre l'accès à l'ensemble des soutiens. Enfin, une quatrième étape touche à la légitimité interne. Communiquer sur des résultats concrets, même modestes, devient essentiel pour maintenir l'adhésion populaire. Routes réparées, salaires versés, services de base rétablis servent de preuves tangibles. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle définit toutefois un chemin évaluable où chaque étape peut être ajustée avant que les coûts cumulés ne deviennent irréversibles. Tout au long de ce parcours, un même motif revient, discret mais constant. La ligne tracée puis tenue malgré la pression. Ce fil conducteur relie les premières expulsions de troupes aux renégociations économiques jusqu'au discours appelant à l'endurance collective. Il donne une cohérence à une trajectoire qui, vue de l'extérieur, pourrait sembler erratique. À l'intérieur, elle est vécue comme une succession de choix assumés, souvent coûteux, rarement confortables. Dans ce paysage incertain, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme le garant d'un succès annoncé, mais comme le symbole d'un moment politique particulier, celui où le recul n'est plus perçu comme une option neutre, mais comme un renoncement. L'émotion ne vient pas d'un triomphe, mais de la tension permanente entre espoir et contrainte. Chaque décision pèse, chaque concession est scrutée, chaque amélioration partielle devient un argument pour continuer. La rupture actuelle s'inscrit ainsi dans une continuité de désillusion autant que dans une volonté de réécriture. Ce n'est pas la certitude d'un avenir meilleur qui soutient l'effort, mais la conviction qu'un retour en arrière serait plus coûteux que l'incertitude présente. La souveraineté cesse alors d'être un slogan. Elle devient une épreuve de durée mesurée moins par l'intensité du premier choc que par la capacité à rester debout lorsque l'attention internationale se détourne. À l'issue de ce parcours, une certitude s'impose. L'expérience sahélienne ne se juge ni sur un instant, ni sur une déclaration. Elle se lie dans la durée à travers une série de choix souvent discrets, parfois techniques, mais cumulativement décisifs. Le Sahel n'apparaît plus seulement comme une zone de crise, mais comme un espace où se teste une idée plus large, la possibilité de redéfinir des relations longtemps considérées comme figées sans disposer de garanties immédiates. Pour des figures comme Ibrahim Traoré, l'enjeu central n'est pas de convaincre par le discours, mais de produire des signaux mesurables. Sécurité effective, redistribution visible des ressources, capacité réelle à dire non sans s'isoler complètement. Ce sont ces indicateurs, plus que les slogans, qui permettront d'évaluer la trajectoire. Le succès ou l'échec ne seront pas binaires. Ils se manifesteront par des ajustements progressifs, des marges conservées ou perdues, des options élargies ou refermées. La question reste donc ouverte. Quels signaux vous sembleront décisifs pour juger si ce pari mérite d'être poursuivi, corrigé ou abandonné?
Et plus largement, accepteriez-vous une phase de contrainte accrue aujourd'hui pour préserver la possibilité d'un équilibre différent demain?